Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Brest. Dans cette émission, nous retrouverons Marion pour sa chronique de coup de cœur en histoire et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Mishka Assayas et Pierre Assouline. Mishka Assayas est venu nous présenter son nouveau roman « Un autre monde » paru aux éditions Rivage. Le père et son fils, âgés de 16 ans, jusque-là complices, sont brusquement séparés par une incompréhension mutuelle. Contre tout bon sens, le père, passionné de rock mais sans la moindre compétence de musicien, propose à son fils, qui a appris la batterie, de créer un groupe avec lui. Retrouvons tout de suite Mishka Assayas au micro de Laurence. Mishka Assayas, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Un autre monde, un roman à fort caractère autobiographique qui est paru aux éditions Rivage et dans lequel vous nous racontez une traversée du miroir, un passage de la posture de critique musicale à celle de musicien, dans le secret espoir de renouer des liens avec votre fils adolescent. Alors avant tout, comment est né ce roman et pourquoi avoir choisi de revisiter cette expérience vécue par le biais de la littérature ? À vrai dire, je n'imaginais pas du tout que j'allais en faire un récit, mais une fois que l'expérience s'est achevée, pour ainsi dire, puisqu'on a fini par faire de la musique ensemble, on a fini par faire des concerts, j'ai fini par oser me présenter sur scène, je me suis retourné sur ces quelques années et je me suis dit, mais là, il y a quand même une histoire qui mérite d'être racontée, parce que c'est pas banal, quoi, de quelqu'un qui a passé sa vie à accumuler des disques, des connaissances, qui est même considéré comme une référence, etc., qui tout d'un coup se met dans une position de vulnérabilité et finalement d'incompétence. Et avec en plus son fils qui est plus doué que lui en tant que musicien, je me dis c'est pas banal. Donc j'ai presque tout de suite vu le côté comique de la chose. Alors Un autre monde, c'est un livre sur la musique et le rock, mais c'est surtout un roman sur la transmission et l'apprentissage de la musique, mais aussi d'une nouvelle complicité père-fils. Alors comment ces deux apprentissages se sont-ils trouvés liés ? Bon, j'avais quelques soucis avec mon fils parce qu'il est arrivé à un âge difficile, 15 ans, où il a fait pas mal de conneries, c'est-à-dire que il commençait à me piquer mes affaires, m'a piqué mon portable, mon ordinateur. Donc ça n'allait pas du tout et je me suis ouvert de mon désarroi à un ami au téléphone et je lui ai dit, j'arrive même pas à le faire asseoir sur une chaise pour lui parler. Et il y a eu un blanc, il m'a dit, mais pourquoi tu veux absolument lui parler ? Fais plutôt quelque chose avec lui, tu verras, ça va s'arranger. Et je me suis dit, mais oui, faire quelque chose, bien sûr, Eureka. Finalement, Antoine, il fait de la batterie, il a pris des cours de batterie jazz, il est plutôt bon. Moi, j'ai un projet musical complètement dingue, qui est complètement fantasmatique, qui est de faire de la musique avec cette fille que j'ai rencontrée, qui est très jeune, de la faire monter sur scène, de lui faire dire des poèmes, etc. Et je veux dire, pourquoi je ne l'embrigaderais pas là-dedans ? Et puis, il faut bien que je fasse quelque chose moi-même. Progressivement, quelque chose s'est produit. Et alors voilà, ça a créé entre eux une complicité où dans ces moments-là, on ne s'engueulait pas. Alors, bien entendu, vous aviez une grande connaissance du rock avant cette expérience, puisque cette musique a bercé votre enfance et votre adolescence, et que vous êtes un critique musical reconnu. Mais apprivoiser des instruments, s'approprier le langage qu'est la musique, c'était une expérience totalement nouvelle et inconnue. Alors, est-ce que c'était aussi un moyen d'ouvrir une autre porte d'entrée sur le rock et de renouveler votre rapport à cette musique ? Oui, mais c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas vieillir, j'accepte mon âge avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est pas ça. C'est simplement que le rock, vous savez, vous dites vous êtes un critique reconnu, etc. Mais quand j'ai écouté du rock et j'ai accumulé tous ces disques, même quand j'ai commencé à écrire, etc., mais j'avais pas du tout dans l'idée de m'installer dans quoi que ce soit. Et puis je me suis rendu compte que finalement, le rock était devenu une espèce de truc un peu installé, quoi, où tout ça, il y a des structures pour les groupes de rock, des subventions, le rock, on en parle vraiment doctement, tout ça. Enfin, et je me suis dit, mais c'est ça finalement qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est-à-dire se lancer dans quelque chose qu'on ne sait pas faire, et peu importe l'âge. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu les défauts des premiers punks. C'est-à-dire que je ne savais pas jouer, je ne savais pas trop chanter. Mais bon, je me suis amélioré au fil des années. Et voilà. Et c'est comme une renaissance pour moi, vraiment. J'ai l'impression de vivre une autre vie, quoi, et qui me rend très heureux.
Golem, paru aux éditions Gallimard, est le nouveau roman de Pierre Assouline qu'il est venu nous présenter à la librairie. Soupçonné du meurtre de son ex-femme, décédée dans un mystérieux accident de voiture, Gustave Meyer, grand maître international d'échecs, voit soudain sa vie basculer. En un instant, ce solitaire devient un fugitif partout recherché. Dissimulé sous une autre identité, isolé des siens, il est rattrapé par ses propres failles. L'étrange opération chirurgicale qu'il a subie et l'a golemisé en décuplant ses facultés mentales, la relation ambiguë qu'il entretient avec l'ami qui l'a opéré, le sentiment diffus de ne plus s'appartenir et de devenir un monstre au regard de la société. Une clé lui manque, qu'il part chercher en errant au cœur de la vieille Europe, deux femmes à ses trousses. Emma, sa propre fille qui essaie de l'aider, et Nina, chargée de l'enquête policière. Pierre Assouline répond tout de suite aux questions de Laurence. Pierre Assouline, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Golem, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et il s'agit en réalité d'un thriller qui met en scène un homme en fuite. Alors cet homme, c'est Gustave Meyer, c'est un grand maître d'échecs soupçonné du meurtre de son ex-femme et poursuivi par deux femmes, Emma, sa fille, et Nina, qui est chargée de l'enquête policière. Alors avant tout, ce personnage de Gustave Meyer, comment est-il né sous votre plume et pourquoi avoir choisi d'en faire un grand maître d'échecs, personnage complexe s'il en est? En fait, ça fait longtemps que je voulais avoir un personnage qui soit un grand expert des échecs, parce que c'est un jeu qui me fascine depuis mon plus jeune âge. Je ne suis pas du tout un grand maître, mais leur psychologie m'a beaucoup intéressé, qui est très complexe, et beaucoup plus riche qu'on ne le croit, mais très torturée et très particulière. Hein. Bon, je suis très curieux de plein de choses dont je ne suis pas l'expert. Alors, quand toutes ces choses se rencontrent, et ça fait un roman, et là, on est porté par quelque chose. Alors, au cours de sa fuite, Gustave Meyer va mener une enquête qui va se transformer en quête, et il va découvrir que son meilleur ami, neurochirurgien réputé, a modifié son cerveau à son insu lors d'une opération chirurgicale. Alors, avec ce roman, vous vous intéressez donc au transhumanisme, un sujet peu traité en littérature. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme, et pourquoi avoir choisi d'en faire l'un des sujets de votre roman ? Le transhumanisme n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une secte. Hein. C'est un mouvement de pensée, une famille d'esprit qui est assez répandue dans le monde entier et qui est né aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il n'y a pas très longtemps, il y a 25 ans, 30 ans, et qui prospère beaucoup, qui est financé quand même par Google, Microsoft, la NASA, Amazon. Les transhumanistes, eux, ce sont des gens qui estiment que l'homme est un animal inachevé, un animal imparfait, et que ce serait dommage de ne pas profiter des avancées des neurosciences et des nouvelles technologies pour augmenter l'homme, c'est-à-dire le perfectionner. Ce débat-là ne fait que commencer en France, mais il devrait être porté beaucoup plus largement vers le vaste public, notamment par la télévision, parce que ça concerne tout le monde. C'est le débat du futur, mais du futur très proche. On n'est pas dans la science-fiction, hein. À partir du moment où il se rend compte qu'il a été golemisé, pour reprendre votre néologisme, une question va tarauder Gustave Meyer, à savoir est-ce qu'il est encore humain ou est-ce qu'il est devenu un monstre? Mais cette monstruosité, est-ce qu'elle n'est pas avant tout définie et déterminée par le regard que les autres portent sur lui? Lui, quand il comprend qu'il a été trafiqué et qu'il voit le mot golem accolé à son dossier médical, il se dit quelque chose s'est passé à mon insu. Alors, il se renseigne sur ce qu'était le golem dans la Kabbale, etc. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose de monstrueux en lui. Alors, quand il se voit dans la glace, rien n'a changé. C'est quand les gens voient au fond de son regard une lueur qui est une lueur monstrueuse. Et c'est ça qui leur fait avoir un geste de recul et s'éloigner de lui. Et lui se sent devenir monstre et devenir golemisé. Et c'est ça qui crée un décalage terrible. Petit à petit, au fur et à mesure de sa fuite, Gustave Meyer va aussi éprouver le besoin de retrouver ses ancêtres, ses aïeux, ses parents, et il va entamer une grande quête des origines en Europe centrale. Comment s'est-elle imposée dans le roman, cette quête? Il fuit d'abord en Angleterre, puis après en Europe centrale, donc à Cracovie, Varsovie, Bucarest, Iași, Prague, bien sûr, parce qu'il part à la recherche des golems qui l'ont précédé. Il se sent membre d'une famille. Il se rend compte qu'il y a une civilisation qui a existé, qu'il connaissait bien sûr, celle des Juifs d'Europe centrale, celle du Yiddish, et que cette civilisation n'existe plus. Les rues de ces villes d'Europe sont pleines de Juifs qui ne sont plus là. C'est-à-dire que les fantômes, les spectres hantent. Il y a une présence terrible et en même temps ils ne sont plus là.
De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Marion pour sa sélection de coups de cœur en histoire. Bonjour Marion. Bonjour. Donc le premier livre que tu as choisi est un livre sur l'histoire du monde. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire du monde de Roberts et de Westad, qui sont deux historiens renommés anglo-saxons et qui ont publié cet ouvrage-là pour la première fois. C'est Roberts qui l'avait publié en 1976 et jusque-là, il y a eu 1 million de parutions. Donc c'est la grosse histoire du monde dans le monde anglo-saxon et c'est une des toutes premières fois que dans cette version-là en tout cas que ça apparaît en France. Alors la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est une histoire qui va raconter les interactions entre toutes les civilisations et c'est vraiment d'une limpidité absolue, très clair, très concis, très synthétique, sans a priori et les deux autres tomes sont du même genre. Ton deuxième ouvrage porte sur l'histoire coloniale. Le titre, c'est Les Mémoires dangereuses. Donc le livre se décompose en fait en deux parties. Vous avez d'abord une partie où il y a un entretien entre Benjamin Stora, le grand historien de la colonisation, notamment algérienne, et Alexis Djeni, qui a eu le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre. Et donc dans la deuxième partie, c'est la réédition du transfert d'une mémoire de Benjamin Stora qu'il avait publié dans les années 90 et où il revenait déjà sur les problèmes dans le débat public pour parler d'immigration, pour parler d'islam. Ils s'accordent pour dire qu'il faut absolument une histoire globale entre la France et l'Algérie pour parler de la colonisation et pas juste une vision française de la colonisation. Et donc il revient à l'histoire coloniale et aux raisons qui expliquent ce problème, ce malaise aujourd'hui en France. Et le dernier ouvrage que tu as choisi est un livre sur l'histoire des possibles. Donc alors le troisième livre effectivement que j'ai choisi, c'est Une histoire des possibles. Il propose une méthodologie et il propose une expérimentation également dans l'ouvrage. Là, au lieu de partir d'aujourd'hui pour remonter, pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, ça va plutôt prendre le point de vue de l'époque, je ne sais pas, la Révolution française par exemple, voir qui était concerné, la situation à ce moment-là, les possibilités à venir et s'interroger sur si ça ne s'était pas passé comme ça, comment ça se serait passé. Et pour une fois, on se voit du côté, pas forcément des vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais du côté aussi des oubliés ou des perdants. Je te remercie Marion. Merci. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous laisse découvrir les très belles rencontres qui auront lieu au mois de mars. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et au mois prochain.